Ce qui est extraordinaire avec Léonard de Vinci, c'est que son génie ne se limitait pas à un domaine particulier. Il était aussi bon en sciences qu'en dessin, ce qui paraît totalement improbable. Quand on est à l'école, il y a toujours la grosse tête de la classe qui est incollable en maths, physique, chimie. Le sulfate de magnésium, monsieur. Et qui en plus a toujours un petit commentaire à rajouter, sauf bien sûr s'il a été exposé à de l'azote liquide. Mais il est généralement nul en dessin. Et puis dans chaque classe, vous avez un gamin qui insulte les profs, un petit maigrichon qui grimpe hyper bien à la corde, un mythomane qui ne peut pas s'empêcher de raconter des cracks. Eh bien mon frère, il dirige une station spatiale. Et il y a un gamin qui ne vient qu'une fois par semaine parce que le reste du temps il va à la pêche avec son oncle et quand il vient il s'assied au fond de la classe, une arbalète entre les mains. C'est celui-là le bon en dessin. Pour les autres, les arts graphiques se limitent généralement au graffiti, faute d'orthographe comprise. Mais si Léonard de Vinci avait été dans votre classe, il aurait été premier en tout. En maths, en géologie, en musique, en pillage de tombes et en ingénierie militaire. Il possédait en outre un trait de caractère commun à de nombreux génies. Il ne finissait jamais ce qu'il entreprenait. Léonard est né en 1452 dans le village toscan d'Anciano, tout près de la petite ville de Vinci, d'où son nom. Comme quoi tout s'explique. Si l'on en croit l'office de tourisme, il aurait vu le jour dans cette maison, mais rien ne le prouve vraiment. Et si jamais ils m'entendent dire ça, je suis sûr qu'ils vont nous envoyer un petit vieux pour nous assurer. Je me souviens bien, un gentil petit gars, je le voyais souvent passer avec son vélo, qu'il avait inventé d'ailleurs. Les artisans et les commerçants du XVe siècle ont peu à peu élaboré une nouvelle manière de voir le monde, baptisée humanisme, qui part du principe que chaque être humain possède son propre libre arbitre. Les humanistes relisent la Bible et Aristote en revenant aux textes originaux. L'homme n'est plus un misérable pécheur condamné à vivre son destin, il fait désormais équipe avec Dieu. Ce qui permettra un peu plus tard à Michel-Ange de peindre le célèbre plafond de la chapelle Sixtine en représentant Dieu et Adam à la même échelle, comme s'il s'agissait de véritables partenaires. Léonard est donc né dans cet environnement privilégié de la liaison illégitime entre un notaire du nom de Ser Piero et une humble paysanne, Catarina. L'enfant passa ses premières années auprès de Catarina, ce qui fit dire à Freud qu'il était devenu homosexuel parce qu'il avait fait une fixation sur sa mère. À l'âge de 5 ans, il part vivre avec son père. Sa famille n'appartenant pas à l'aristocratie, il ne reçut aucune éducation à proprement parler. À l'adolescence, il alla s'installer avec son père à Florence, une cité-État de 70 000 habitants, dont plus de la moitié travaillaient dans de petits ateliers de filature, à une époque où l'immense majorité des Européens vivaient encore de la terre. Florence était alors un grand centre artistique, l'équivalent de Greenwich Village dans les années 1960. Mais les artistes dépendaient entièrement des commandes des grandes familles locales, notamment des Médicis, dont la maison était alors dirigée par un homme qui se faisait appeler en toute modestie Laurent le Magnifique. Ah, ces Italiens, quelle classe! Je régnerais sous le nom de Laurent le Magnifique. À côté, nos monarques font étriquer. Je sais pas, pas tout à fait près. C'est déjà pris? Laurent s'intéresse à Léonard lorsqu'il apprend que la foule s'est pressée pendant 2 jours pour admirer l'un de ses dessins. Le jeune artiste va dès lors pouvoir mettre en œuvre sa propre démarche artistique fondée sur des méthodes scientifiques. Il estime que l'art pictural antérieur à la Renaissance a le tort de ne pas reproduire la réalité telle qu'elle est perçue par l'œil humain. Léonard constate que l'œil voit une image globale, embrassant à tout moment tout ce qui se trouve dans son champ visuel sans que tous les éléments soient perçus de la même façon. Pour recréer l'image telle que la voit l'œil, le peintre est donc obligé d'avoir une analyse mathématique de la perspective. Bien sûr, on n'a pas attendu la Renaissance pour prendre conscience de ce qu'était la perspective. Les gens ne rentraient pas d'Égypte en racontant « Ouais, on s'est approché à une dizaine de kilomètres des pyramides, mais on a été hyper déçus, elles étaient toutes petites, 1 centimètre à peine, alors on a fait demi-tour. » Avant de peindre un champ, Léonard en étudie la flore dans ses moindres détails. Si l'on en croit l'un de ses contemporains, l'écrivain Jean-Baptiste Giraldi, lorsque Léonard souhaitait peindre un portrait, il s'intéressait tout d'abord au statut social de son modèle et à son caractère, calme ou colérique, anxieux ou serein. Il se rendait ensuite à plusieurs reprises dans les endroits habités fréquentés par ce genre de personnes, observant les visages, les manières et les gestes. Ce qui fait de lui le père spirituel de l'Actors Studio. Léonard fait preuve du même esprit mathématique dans tous les domaines. Ses prestations sont très précisément chiffrées. Ainsi, pour la décoration d'un palais, fourniture pour bleu, or et autres couleurs, 1 lire et demie. 24 tableaux sur l'histoire romaine, 14 lires pièces. Philosophe, 10 lires. L'entrepreneur typique.
Ça explique en grande partie la tête de la Joconde. Il a dû lui dire « Oh là là, si je vous fais un grand sourire, ça va aller chercher dans les 15 livres, hein, sans compter la main d'œuvre. En plus avec vos dents. Bon, écoutez, ce que je peux vous faire pour 12 livres, c'est un petit sourire en coin. C'est presque aussi bien, vous ne verrez pas la différence. » Là ne s'arrête pas l'analogie, car comme tout bon entrepreneur, il ne finissait jamais ses chantiers. Il a environ 25 ans lorsqu'il décroche sa première commande personnelle. On lui demande un rétable pour la chapelle de Saint-Bernard. Il touche un acompte, mais l'œuvre ne sera jamais exécutée. Il est ensuite contacté pour exécuter un autre tableau, cette fois pour la chapelle de la Conception à Milan. Comme elle ne voit rien venir, l'église lui intente un procès qui durera 25 ans. Le monastère de San Donato lui commande un autre rétable ayant pour thème l'adoration des mages, en lui donnant 30 mois pour terminer l'ouvrage. Il abandonne au bout de 7 mois. Le tableau ne sera jamais achevé. Les moines attendront en vain pendant 15 ans jusqu'à son départ pour Milan qu'il veuille bien reprendre ses pinceaux. On peut se demander si Léonard n'a pas agi de façon délibérée dès le départ, en se disant que de toute façon les curés n'allaient pas lui envoyer des gros bras pour le forcer à terminer son travail. Il y avait quand même peu de chances qu'on frappe un jour à sa porte pour lui annoncer sur le ton de la menace et en hutte majeure « Nice workshop you've got here, Leonardo. Wouldn't like to see it, say, burnt down in an accident. » En général, il commençait ses projets. Seulement, il n'arrivait jamais à les terminer. Son Adoration des mages, par exemple, est une grande fresque extraordinairement compliquée, mettant en scène des dizaines de personnages et des chevaux lancés au galop, chacun avec son expression propre, le tout composé selon ses lois mathématiques de la perspective. Pour quelqu'un comme moi, qui suis totalement nul en dessin et baba d'admiration devant la moindre personne capable de tenir un crayon, une telle virtuosité est absolument incompréhensible. Même quand je vois un dessin sur la porte des toilettes, passer la première réaction offusquée, je ne peux pas m'empêcher d'être admiratif. Ah, les cuisses sont vachement bien faites. Dans l'Adoration des mages, juste à côté de la Vierge Marie et de la même taille qu'elle, se trouve un philosophe. Sa présence confère aux idées une importance à laquelle elles n'auraient pas pu prétendre au Moyen-Âge. Le seul problème avec ce tableau, c'est que bon nombre de personnages, y compris la Vierge et l'enfant, ont été laissés à l'état d'esquisse. C'est-à-dire, pour les néophytes comme moi, que Léonard ne s'est pas embêté à les colorier. Un autre aspect de la vie politique des cités-États de l'époque a profondément influencé la carrière de Léonard de Vinci, la menace permanente de guerre. Florence avait vaincu Pise, Milan était menacé par les Français et les Espagnols, les deux villes étaient en conflit avec Venise et tout le monde avait peur de Rome. Léonard sait que la dynastie des Sforza de Milan est menacée de toutes parts. Il lui offre donc ses services non seulement de peintre, mais également d'ingénieur militaire. Atout supplémentaire, il a la réputation d'être un excellent joueur de luth. Il a d'ailleurs lui-même fabriqué son instrument. Il est en argent massif et a la forme d'un crâne de cheval. Ce qui fait de lui le premier joueur de luth heavy metal. Si l'on en croit le peintre et écrivain du XVIe siècle Vasari, il surpassa tous les musiciens réunis et enchanta tant le duc par ses multiples talents que celui-ci en fut ravi au-delà de toute mesure. Léonard propose au duc Francesco Sforza de lui faire une statue équestre, un projet qui enthousiasme celui-ci. Il passera plusieurs jours dans la campagne à étudier de près les chevaux. Puis le projet traînera pendant 15 ans pour ne jamais aboutir. Il est en fait occupé par une foule d'autres entreprises. Il conçoit ainsi à peu près à la même époque la première scène de théâtre rotative de l'histoire du spectacle. Un jour, ses mécènes lui demandent également d'inventer une attraction extraordinaire pour la visite que doit effectuer le roi de France à Milan. Vasari raconte: il construisit un lion qui avançait de quelques pas, puis ouvrait son poitrail pour révéler un énorme bouquet de lys. Léonard devait vraiment faire figure d'ovni à l'époque, d'autant plus que pour couronner le tout, il était végétarien. Personnellement, je crois que je ne pourrais jamais être végétarien. Quelque part, c'est un peu un manque de correction. Vous invitez des gens à dîner et ils vous annoncent qu'ils sont végétariens. C'est comme s'ils vous imposaient le menu de la soirée. Je me vois mal arrivant chez des végétariens et dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai apporté mon menu ». Ce sera un steak tartare et du boudin. Léonard avait également pour habitude d'acheter des oiseaux vivants au marché de Milan, puis une fois rentré chez lui, d'ouvrir la porte de leur cage pour les laisser s'envoler. Ce n'était pas simplement par pitié pour les petits oiseaux. Il pensait qu'en les observant, il était possible d'apprendre beaucoup de choses et notamment à les imiter.
S'il les avait achetés uniquement pour leur rendre la liberté, il n'avait pas besoin de les ramener chez lui. Il attrapait aussi des mouches pour étudier de près leur vol, dans l'espoir de permettre un jour à l'homme de voler à son tour. Il consignait ses observations dans des carnets. Vous remarquerez qu'en leur taillant un peu les ailes, ou mieux, en les leur enduisant de miel pour les empêcher de voler, elles produisent en les agitant un bruit étouffé. Un peu plus tard, à Rome, il s'essaie à l'art de gonfler des entrailles de bœuf à l'aide d'un soufflet. Je l'imagine bien pendant une réception, souffler dans son bout d'entraille dans un coin de la pièce et le laisser ensuite partir, semant la panique parmi les invités. Il doit cependant interrompre ses études sur le vol pour reprendre son projet de statue équestre en bronze. Malheureusement, c'est le moment que choisit un monastère pour lui commander un tableau sur la Seine. Je m'en occupe. Il se jette corps et âme dans ce nouveau projet, comme en témoigne son ami Matteo Bandello. J'ai souvent vu Léonard travailler sur la Seine, du lever au coucher du soleil, sans boire et sans manger. Puis il se passait 3 ou 4 jours sans qu'il ne touche à sa fresque, qu'il observait toutefois quotidiennement pendant des heures. C'est de la paresse tout simplement, diront certains. Il est sur son chantier, en train de boire son café, en attendant que Judas apparaisse tout seul. En réalité, Léonard est animé par le souci de la perfection mathématique. Pour lui, ce tableau constitue l'essence même de la Renaissance. Jusqu'alors, la plupart des tableaux représentant la scène montraient Jésus à un bout de la table et les apôtres à l'autre bout. Tous insistaient sur le gouffre qui séparait un Jésus serein et irréprochable et des disciples bassement humains. « Regardez-le, celui-là, il roupille pendant que le maître parle. Ah, génial, tu as dîné avec Jésus le dernier soir, c'était comment? Je sais pas, puis on sait. » Léonard, lui, place son Jésus au centre, sans le séparer des mortels. Et tandis que les autres tableaux sur ce thème mettent plutôt l'accent sur le recueillement et la communion des personnages, celui-ci montre un événement dramatique, l'annonce de la trahison et la réaction des apôtres. C'est probablement la première utilisation connue d'une technique aujourd'hui couramment employée dans les séries télé. À la fin d'un épisode, l'un des personnages annonce « J'ai découvert qui était ton vrai père ». Les autres sont comme saisis de stupeur et la caméra s'attarde sur les visages. C'est comme si Jésus venait de dire « L'un d'entre vous va me trahir. » Là encore, la réalisation traîna en longueur, 3 ans peut-être. Un père prieur vint se plaindre du retard. Léonard écrivit immédiatement au supérieur du monastère. Votre Excellence n'est pas sans savoir qu'il ne me reste plus à faire que la tête de Judas, l'homme le plus mauvais qui soit. À cet effet, je me rends chaque jour depuis 1 an dans le quartier où vivent les malandrins, mais je n'y ai pas pour l'instant trouvé un visage qui corresponde à celui que j'ai dans l'esprit. Je pourrais toutefois m'inspirer des traits du prieur qui est venu se plaindre. Ils sont tout à fait conformes à ce que je cherche. Quand on se trouve dans cette salle, on est immédiatement frappé par 2 choses dont on n'est pas conscient quand on regarde une reproduction. La première, c'est le sentiment d'émerveillement que l'on ressent devant l'une des images majeures de la culture occidentale. La seconde, c'est cette porte, percée à une certaine époque en plein milieu de l'œuvre, apparemment pour permettre aux moines de se rendre plus rapidement au réfectoire. Heureusement que le supérieur de ce monastère n'a pas eu à s'occuper de la chapelle Sixtine, il y aurait fait mettre un Vélux. Léonard de Vinci s'intéresse ensuite pendant quelque temps à l'urbanisme. Mais il y a toujours cette foutue statue équestre pour laquelle il a été payé. Il a bien fait un modèle en argile, mais ses études scientifiques l'ont de nouveau éloigné du projet. Imprégné des ouvrages scientifiques de l'Antiquité, il est omnubilé par le mouvement, qui, il en est persuadé, doit pouvoir s'expliquer mathématiquement. Il écrit 150 ans avant Newton: « Il est impossible de décrire le mouvement de l'eau tant que la gravitation n'a pas été définie. » Il est encore plus visionnaire dans son analyse de la nature du son. 400 ans avant Marconi, il déclare: « Comme la pierre tombant dans l'eau devient la cause puis le centre des ondulations circulaires concentriques, le son est diffusé dans l'air à partir du point d'où il a été émis. » Léonard sait bien que ses idées sont en totale opposition avec l'idéologie dominante dans l'Europe médiévale. Il part dans la montagne pour étudier les roches, et plus particulièrement pour prouver que le déluge n'a jamais eu lieu. Ce faisant, il se pose en précurseur de Darwin, qui suivra le même raisonnement 350 ans plus tard.
Il trouve ainsi des fossiles de coques à 400 km à l'intérieur des terres. Et il se demande comment un coquillage a pu arriver là en 40 jours. Il calcule qu'une coque parcourt à peine 25 mètres par jour dans l'eau. D'où sa conclusion. En se déplaçant à cette vitesse, il lui est impossible de parcourir 400 km pendant les 40 jours qu'a duré le déluge. Il en déduit que la mer a en fait bougé depuis l'époque où des coqs vivaient à cet endroit. Une idée totalement nouvelle à l'époque. Mais ses recherches les plus connues concernent un tout autre domaine. Persuadé que l'homme pourra un jour voler, il fait preuve d'une extraordinaire intuition. Un corps offre autant de résistance à l'air que l'air à ce corps. Il pressent donc que l'air existe en tant que matière. Aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, ça paraît naturel. L'an dernier, je revenais de la Barbade et le pilote de l'avion nous a annoncé qu'en raison d'un vent contraire, nous atterririons à Londres avec un quart d'heure de retard sur l'horaire prévu. En entendant ça, ma voisine a levé les yeux au ciel et a soupiré d'un air exaspéré. Je me suis dit, c'est dingue. Cette bonne femme n'est pas contente alors qu'on vient de traverser l'Atlantique et de faire un voyage qui, il y a seulement quelques siècles, aurait duré 6 mois dans des conditions épouvantables. Et elle râle parce que la compagnie n'a pas prévu les vents contraires et qu'elle va louper le début de son feuilleton à la télé. Pour Léonard de Vinci, il n'y avait rien de magique dans le fait de voler. Il suffisait de comprendre les lois qui déterminaient le vol. Il construisit donc une paire d'ailes équipées de courroies figurant les tendons des oiseaux. Puis il les couvrit de plumes et les équipa de petits volets rétractables pour le décollage et l'atterrissage, comme sur les avions modernes. Quand on regarde la maquette qui a été construite à partir de ces dessins, on voit bien la différence qu'il y a entre un génie et un homme normal. Il faut être un génie pour imaginer une chose pareille. Et si on est normal, on va dire au génie « Arrête, jamais ça volera, t'es cinglé !» Léonard écrit dans ses carnets. Du sommet du mont Tchétchéré, le glorieux oiseau prendra son vol, répandant dans le monde son immense renommée. On dit que son élève Zoroastro aurait essayé l'appareil et se serait cassé la jambe. Dans ses carnets, Léonard de Vinci aborde les domaines scientifiques les plus variés. 100 ans avant Galilée, il affirme que le Soleil ne bouge pas, et donc que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et grâce à sa connaissance de la perspective, il établit que chaque étoile est en fait un soleil lointain aussi grand et puissant que le nôtre. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où on nous explique dès la petite enfance que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Mais Léonard, lui, est né dans un monde où on était persuadé du contraire. Pour comprendre l'univers, il devait d'abord remettre en question une foule d'idées qui passaient pour des certitudes. Il définit lui-même sa méthode scientifique. Nous devons douter de la réalité de tout ce qui passe par le filtre des sens, et encore davantage de tout ce qui est contraire au sens, comme l'existence de Dieu et de l'âme. Un conseil que beaucoup de mes profs n'auraient pas osé donner quand j'étais à l'école. Alors vous imaginez la bombe dans l'Italie de la fin du XVe siècle ? Sauf que très peu de gens étaient au courant, car Léonard ne montrait guère ses carnets. De plus, s'il conseillait de douter de Dieu, c'était pour mieux prouver son existence. Léonard considérait que tous les éléments de l'univers étaient liés entre eux et interdépendants. Il n'était donc pas possible d'étudier un domaine sans s'intéresser aux autres. Un scientifique devait forcément être aussi un artiste, un géologue, et ainsi de suite. S'il avait rencontré Hubert Reeves, je suis sûr qu'il lui aurait reproché de ne pas savoir jouer du luth. On comprend mieux qu'il ait eu du mal à terminer ses œuvres. Il commençait quelque chose, puis son attention était attirée par autre chose, et il se lançait dans une nouvelle entreprise. Ainsi, en 1490, alors qu'il vit à Milan depuis 8 ans déjà, il écrit dans son journal « Il est temps que je me remette à ma statue de cheval. » Il va retravailler le modelage jusqu'en 1493. Pour ensuite l'oublier pendant 7 ans. Puis, les Français envahissent l'Italie et s'emparent de la maquette qui servira de cible d'entraînement à leurs archers. Léonard de Vinci avait beau être un génie, la notion de travail lui était apparemment étrangère. Il n'arrivait manifestement pas à comprendre que quand on est postier et que votre chef vous demande si vous avez bien distribué tout le courrier, il risque de faire la tronche si vous lui répondez « Absolument pas, mais j'ai inventé un tire-bouchon à air comprimé ». Avec l'invasion française, la Renaissance marque le pas en Italie. Léonard va désormais connaître la vie d'un footballeur en fin de carrière, changeant de club à chaque saison ou presque. Il se met au service des doges de Venise, pour qui il imagine le tout premier char d'assaut, sorte de soucoupe volante à roulettes. Il invente également un scaphandre, censé permettre à des plongeurs d'aller faire des trous sous la coque des bateaux ennemis. Il part ensuite pour Rome, où il est embauché comme ingénieur militaire par César Borgia, à un moment où, selon l'ambassadeur de Venise, chaque nuit, on retrouve 4 ou 5 hommes assassinés. Rome tout entière en tremble.
Pour vous donner une idée de l'énergumène, sachez qu'il se faisait appeler César Borgia de France par la grâce de Dieu, duc de Romagne, du Valentinois et d'Urbino, prince d'Andria, seigneur de Piombino, gonfalonier et capitaine général de la Sainte Église. Léonard participe aux campagnes militaires de César, établissant des cartes et asséchant des marais pour lui. Il l'accompagne dans ses expéditions en compagnie d'un de ses amis qui travaille lui aussi pour les Borgia, Vitellozzo Vitelli. Mais une nuit, César fait étrangler Vitellozzo. Léonard comprend alors que s'il reste à Rome, sa vie est en danger. Il décide donc de rentrer à Florence. Il se replonge alors à corps perdu dans la peinture. De cette époque date le tableau le plus connu de toute l'histoire de l'art occidental. L'épouse d'un négociant de la ville vient poser pour lui. Et si l'on en croit Vasari, il fait tout pour mettre son modèle de bonne humeur. Des musiciens jouaient, chantaient et faisaient sans cesse les pitres pour qu'aucune mélancolie n'imprègne le portrait. Il est difficile d'être objectif quand on parle de la Joconde. On a du mal à faire la part entre la qualité du tableau en tant que tel et son statut d'objet culte. Il se dégage en tout cas de ce portrait un charme envoûtant. Non pas que Mona Lisa soit très sexy. Personne ne va s'extasier. Oh, la nana! La Joconde est d'une certaine manière au centre de l'œuvre de Léonard de Vinci. Son souci permanent de précision scientifique ne le rend pas pour autant insensible à la beauté, à la passion et plus généralement à l'émotion. Avec cette œuvre majeure, il prouve qu'une démarche rationnelle ne nuit en rien à la dimension spirituelle de l'expérience humaine, bien au contraire. Notamment parce que la Joconde se contente de sourire. D'un sourire qui vous met un peu mal à l'aise. Vous ne savez pas quoi dire à quelqu'un qui vous regarde comme ça. Il me trouve drôle? Je t'embête? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Ce qu'elle devait penser, en fait, c'est... J'en ai ras-le-bol de leurs conneries. Quoi qu'il en soit, cette œuvre géniale et mystérieuse a fasciné et fascine encore les plus grands intellectuels de la planète. De Florence, Léonard repart à Milan à la demande des Français qui règnent désormais sur la ville. Ce retour est également motivé par une décision des tribunaux lui ordonnant de terminer la Vierge au rocher qui lui a été payée 20 ans plus tôt. Il donne libre cours à sa nouvelle passion, l'anatomie. Une passion qui l'amène à disséquer des cadavres, ce qui n'est pas particulièrement bien vu à l'époque, comme il le reconnaît lui-même. D'autres seraient peut-être rebutés par une sorte de répugnance naturelle ou sinon auraient une certaine appréhension à l'idée de passer une partie de la nuit en compagnie des morts. On les comprend, il était quand même un peu secoué. Je l'imagine bien chez lui la nuit. Non, Denby, qu'est-ce que j'ai fait de cet œil? Je perds tout, tant que c'est pas ma tête. Léonard de Vinci faisait jouer ses relations pour obtenir les cadavres dont il avait besoin. Il racontait probablement qu'il s'en servait de modèle, l'anatomie n'étant pas à l'époque une discipline très en vogue. On considérait qu'un corps sain était un corps où s'équilibraient le sang, la bile et le flegme, ainsi que le chaud, le froid, l'humide et le sec. Léonard, lui, décide d'étudier chaque organe séparément. Il est ainsi le premier à montrer que les nerfs viennent tous de la colonne vertébrale et à décrire avec précision leur mode de fonctionnement. Il découvre également l'existence de l'appendice et explique le fonctionnement des sphincters qu'il surnomme les portiers, ce qui leur va très bien. Ils font le même boulot que les types des montagnes russes dans les fêtes foraines. Attendez. Bon, allez-y, 4 personnes. Pas vous. Attendez. Il est également le premier à comprendre que le cœur est un muscle composé de 4 compartiments. Avec des siècles d'avance, il parvient en outre à déterminer la cause de la détérioration progressive du système cardiaque. Après avoir examiné le corps d'un homme âgé récemment décédé, il conclut que ses artères étaient bouchées du fait d'une trop riche nourriture apportée par le sang. Ce que l'on appelle aujourd'hui le cholestérol. Végétarien avant l'heure, Léonard a donc été le premier à mettre en garde l'humanité contre le cholestérol, un vrai croisé du manger sain. Ce qui ne l'empêchait pas, à côté de ça, d'avoir quelques cadavres à moitié disséqués dans son bureau et de vouloir sauter d'une falaise avec une paire d'ailes de chauve-souris.
L'organe qu'il a décrit avec le plus de précision reste cependant le pénis. Il confère avec l'intelligence, et est lui-même parfois doué d'intelligence. Il arrive, alors que l'homme souhaite le stimuler, qu'il s'y refuse obstinément ou, inversement, qu'il s'anime sans que l'homme ne lui ait rien demandé. Qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, il fait ce qui lui plaît. L'homme a tort d'avoir honte de l'exhiber. Il devrait montrer cérémonieusement celui qu'il sert. 6 ans plus tard, Léonard quitte de nouveau Milan pour retourner à Rome, où un Médicis vient d'être élu pape sous le nom de Léon X. Il y rencontre Michel-Ange, alors en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Et il le déteste immédiatement. Michel-Ange n'est pas seulement son principal rival dans le domaine artistique, c'est un homme profondément religieux, et il a fait des études, 2 choses qui ne peuvent qu'accentuer l'antipathie éprouvée à son égard par Léonard. Un jour, on pose en public une question scientifique à Léonard de Vinci qui lance perfide « Michel-Ange se fera un plaisir de vous donner la solution. » Ce à quoi l'intéressé répond « Donnez-la vous-même, vous qui avez fait la maquette d'un cheval, que vous avez été incapable d'achever. » Je vois d'ici tous les peintres de la chapelle Sixtine en train de crier « Du sang, du sang !» I'm going to fall off the ceiling. Oh, be off with you. Go on, Don't you prod me, watch it. I'm not afraid to use this. Get off. Le nouveau pape prend Léonard sous sa protection et l'installe au Vatican. Là, on se dit que c'est bon. Léonard est quasiment fonctionnaire. Il va pouvoir travailler sérieusement sans se disperser. Hélas, non, si l'on en croit son biographe Vasari. Le pape lui commande un tableau et 7 mois plus tard, demande à voir l'état d'avancement de l'œuvre. Léonard, tout excité, lui explique qu'il n'a pas commencé, mais que par contre, il a inventé un nouveau vernis à base d'herbe. Apparemment, le pape ne lui en veut pas trop. Mais Léonard préfère quand même partir sur les instances de François Ier qui a promis de l'embaucher. Il part donc pour la France en 1516. Il y mourra en 1519 à l'âge de 67 ans. Finalement, Michel-Ange n'avait pas tort. Léonard de Vinci n'a jamais terminé sa statue équestre. Comme beaucoup de ses projets, celui-ci a abouti des siècles plus tard. Cette statue a été réalisée dans les années 1990 à partir des esquisses du grand maître. Tout le monde ne s'appelle pas Léonard, mais presque tout le monde a du talent. Chacun brille dans son domaine, même si pour certains, c'est la fabrication de locomotives en allumettes. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, l'enseignement des disciplines artistiques et scientifiques est à l'opposé de la démarche de Léonard de Vinci. Ce ne sont des matières importantes que parce qu'elles génèrent de la valeur ajoutée ou parce qu'elles soutiennent nos exportations. Pour les partisans de Tony Blair, la Joconde est un parfait exemple de la manière dont une petite entreprise peut se développer pour devenir l'un des premiers exportateurs de sourires en Europe. On peut reprocher à Léonard de Vinci d'avoir laissé nombre de ses projets en plan, mais il a au moins terminé la Joconde. Encore que ce n'est pas vrai. Le portrait avait été commandé par Francesco del Giocondo, à qui Léonard ne l'a finalement jamais remis. Il l'a gardé jusqu'à sa mort, affirmant qu'il avait encore quelques retouches à faire. Il y a quelque chose de merveilleux dans cette histoire. C'est le plus célèbre tableau du monde et nous ne sommes même pas certains que son auteur l'ait vraiment terminé. He must have been a pencil squeezer. He didn't do the Mona Lisa. That was an Italian geezer. There have been some clever bastards. Lucky bleeders, lucky bleeders. There have been some clever bastards.